Invité de BFM Story, Marion Maréchal Le Pen, députée Front National de Vaucluse. On va bien sûr parler d'état d'urgence puisque vous serez amené à voter la prolongation ou non de cet état d'urgence sur 6 mois. Mais revenons un instant sur ce qui s'est passé à Nice au lendemain de l'attentat, cette minute de silence. Selon le Canard enchaîné qui sort demain, après les sifflets, les huées contre Manuel Valls, vous étiez présente sur place. La bronca, semble-t-il, serait partie d'un groupe de militants frontistes et vous auriez été les saluer ensuite et féliciter ces militants. Bah écoutez, n'importe lequel de vos confrères qui était présent sur place pourra sincèrement vous donner le témoignage contraire. Moi-même, j'ai été totalement pris de court par ces huées qui étaient, je vous le dis, très spontanées, massives, très en colère, c'est vrai. Et ce qui est vrai aussi, c'est que lorsque je suis passée devant la foule pour partir après, j'ai été interpellée par un certain nombre de personnes que je n'avais jamais vues, mais qui m'ont fait la démonstration de marques de sympathie. Mais aujourd'hui, expliquer que ce serait à l'origine le Front National qui aurait organisé ces huées, je pense que c'est se voiler terriblement la face et ne pas mesurer la terrible colère aujourd'hui qui est celle des Niçois et même des Français en général. Des sifflets qui ont été jugés indignes par le Premier ministre parce que c'était un moment de recueillement et d'hommage. Moi, je comprends qu'il ne les ait pas appréciés. Après, moi, je les trouve légitimes. Je les trouve légitimes, sachant que les gens ont été respectueux au moment de la minute de silence, qu'ils ont chanté la Marseillaise avec dignité, mais c'est vrai, ils ont hué le Premier ministre à son départ et à son arrivée, parce qu'ils considèrent, je crois, avec raison, que aujourd'hui le gouvernement est responsable, faute d'avoir agi à temps de la situation, faute d'avoir pris des mesures d'ampleur, se contentant d'un état d'urgence au rabais qui, objectivement, a été plus de la communication qu'une véritable politique de lutte. Alors, la commission à l'Assemblée vient de donner son feu vert pour la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au mois de janvier 2017, donc sur 6 mois. Vous allez devoir voter ou non ce projet de loi avec vos collègues députés ce soir. Vous êtes d'accord avec la prolongation? Vous allez voter? Je vais attendre le discours du ministre, parce que je ne voudrais pas, une fois de plus, que l'état d'urgence soit dressé comme un étendard et comme l'alpha et l'oméga des solutions du gouvernement, surtout lorsqu'il n'est pas utilisé à plein. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que l'ensemble des outils vont être utilisés? Les assignations à résidence pour les personnes dangereuses, radicalisées, les perquisitions administratives, bien évidemment, l'interdiction des manifestations, si cela paraît justifié, faute de moyens pour en garantir la sécurité. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il va y avoir une réponse plus globale? Parce que l'état d'urgence, c'est une mesure d'appoint qui est censée faciliter la mise en place d'une politique plus globale. Et là, il y a un ensemble de mesures qu'on a défendues avec Gilbert Collard sur le plan de la politique migratoire, de la politique carcérale, de la politique pénale, et en particulier une résolution sur la suspension de l'espace Schengen, parce qu'aujourd'hui, sans frontières, nous ne sommes pas en mesure de contrôler qui entre sur le territoire, qui en sort et qui ne peut pas en revenir, en particulier les expulsés ou les interdits du territoire français. Donc vous dites oui à l'état d'urgence prolongé de 6 mois, mais si c'est accompagné de mesures chocs, et notamment les mesures que vous avez proposées ce matin. Voilà, si c'est l'ensemble d'un tout, voilà, si ça n'est pas exclusivement une mesure qui donne le sentiment que l'on agit alors qu'on ne traite pas les problèmes de fond. Et je pense notamment à l'expansion de l'islamisme en France. Là-dessus, force est de constater que le gouvernement est extrêmement timoré. Où en est-on aujourd'hui de la fermeture des mosquées radicales? Des mosquées ont été fermées, Bernard Cazeneuve l'a dit. Un nombre dérisoire, alors qu'on sait qu'il y en a plus d'une centaine en France qui sont des mosquées salafistes. Où en est-on de la destitution? Vous fermez toutes les mosquées salafistes? Les mosquées radicalisées, bien sûr, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a une porosité entre cet islam radical, l'islam politique et même le passage à l'acte djihadiste. Un salafiste n'est pas forcément un terroriste. Extrêmement dangereux. Oui, enfin on sait que la lecture. C'est un courant idéologique au sein de l'islam. Bien sûr, mais particulièrement virulent et qui fait en partie l'apologie du djihadisme et de ses modes opératoires à l'égard des mécréants et d'un certain nombre d'autres personnes. Donc aujourd'hui, de ce point de vue-là, qu'en est-il aujourd'hui de l'identification d'un certain nombre de financements étrangers qui participent, si vous voulez, d'un vecteur de radicalisation venant notamment du Qatar et de l'Arabie Saoudite? Il n'y a pas de réponse non plus de ce point de vue. François Hollande dit la France lutte contre le terrorisme, contre le fondamentalisme, contre le fanatisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est visée. C'est ce qu'a dit tout à l'heure François Hollande à Lisbonne. Oui, c'est sûr, ils mettent en place des numéros verts et ils mettent en place des campagnes de clips de lutte contre le racisme. Voilà ce qu'ils ont fait concrètement. La France déjoue aussi des attentats. C'était quand même assez limité. Alors il y a aujourd'hui une réponse en Syrie qui est un peu bancale, parce qu'on se refuse à travailler intégralement avec Bachar el-Assad pour des raisons, à mon avis, qui aujourd'hui ne devraient plus être à l'ordre du jour. Vous êtes favorable à l'envoi de troupes françaises au sol en Syrie et en Irak? Mais il faut dans ce cas-là que l'objectif soit bien défini, parce que le problème aujourd'hui de cette opération en Syrie, oui, mais elle est floue et surtout elle ne peut pas être victorieuse si nous ne travaillons pas main dans la main avec aujourd'hui l'État légitime qui est celui de Bachar el-Assad.
Assad et si nous n'acceptons pas de travailler avec les Russes. Or aujourd'hui notre position est bancale. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il faut envoyer des troupes françaises au sol en Syrie et en Irak? Je viens de vous répondre. Je veux dire, si cet objectif-là est bien défini, si l'on revoit nos alliances pour plus d'efficacité et que l'on accepte de travailler là-bas avec les troupes légitimes de l'armée régulière, ça a du sens. Si donc, on est dans cette espèce de position bancale, en fait, on combat aux côtés des troupes de Bachar el-Assad. Oui, et puis si on arrête aussi, d'un autre point de vue, de financer l'islamisme sur d'autres plans, parce que ce qu'on a fait aujourd'hui en Libye, ce qu'on a fait hier en Irak, est quand même à l'origine de cette déstabilisation au Moyen-Orient et au Proche-Orient. J'ai regardé de près vos mesures proposées avec votre collègue Gilbert Collard. Finalement, ces mesures-là n'auraient pas empêché le tueur d'agir à Nice. Détrompez-vous, puisque... Parce que quand vous dites, par exemple, Schengen, il faut suspendre Schengen, mais il vivait à 1 ou 2 kilomètres du lieu de l'attentat à Nice. Eh ben, je vais vous donner une mesure qui aurait pu être efficace, parmi tant d'autres, c'est le retour de la double peine, c'est-à-dire de l'expulsion immédiate d'un étranger qui aurait été condamné pour crime ou pour certains délits. Mais c'était pas son cas, c'était un petit délit, c'était pas un délit grave, ni un crime. Mais vous savez, le vol, c'est grave. C'est grave déjà quand c'est commis par des nationaux, mais c'est encore plus grave quand c'est commis par des gens 6 mois avec sursis. Oui, de la prison. Excusez-moi, pour aller en prison en France, il faut quand même y aller. Donc il aurait dû être expulsé. Eh ben moi, je crois que quand on accorde l'hospitalité à quelqu'un et qu'on bénéficie de la générosité française, la moindre des choses, c'est quand même de respecter ses lois et le pacte social. Si vous ne faites pas cela, eh bien vous n'êtes plus bienvenu en France. Donc oui, je considère que cet homme aurait dû être expulsé dès sa première condamnation, comme probablement d'ailleurs le Marocain qui a frappé ses petites filles et leur mère, car je crois savoir qu'il est également délinquant multirécidiviste. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quelles sont ses motivations. Il semblerait en tout cas qu'il ait été condamné par le passé déjà, ce qui à mon avis est révélateur d'une politique qui est partie n'importe comment et la délinquance étant aussi malheureusement un vecteur de radicalisation, un vivier de radicalisation. Que répondez-vous à ceux qui disent, notamment Bernard Cazeneuve et à gauche, que le Front National finalement fait le jeu de Daesh parce qu'il fracture la société par ses déclarations, par ses propositions? Eh bien, je leur dis que, je sais pas, si c'était leurs enfants qui avaient été écrasés sur la promenade des Anglais, peut-être qu'ils éviteraient de faire ce genre de comparaison indécente. Hein, parce que je crois que l'objectif de Daesh, c'est même pas de diviser les Français, c'est de les tuer. Donc, sincèrement, c'est quand même être à bout de l'argumentation politique que d'en arriver à ce genre de choses. Et je pense que ça choque beaucoup de monde, bien au-delà d'ailleurs de notre mouvement politique. Le risque zéro n'existe pas? Non. Le risque zéro n'existe jamais. En revanche, on peut quand même prendre un certain nombre de mesures pour se prémunir. Je pense par exemple à la restriction aujourd'hui du droit d'asile. On sait que le droit d'asile est devenu une nouvelle filière d'immigration clandestine bis et une voie royale d'infiltration des terroristes. Ça a été le cas au Bataclan, souvenez-vous. Qu'a-t-il été fait depuis de ce point de vue-là? Strictement rien. On a appris qu'en Allemagne, c'est finalement Daesh qui revendique ce qu'a fait ce jeune Afghan de 17 ans qui a grièvement blessé à coups de hache 4 personnes dans un train régional. Et c'est la première fois que Daesh revendique un attentat en Allemagne. Malheureusement, c'est l'une, à mon avis, des conséquences, et ce ne sera pas la dernière, de la folle politique migratoire d'Angela Merkel. On parlait du droit d'asile à l'instant, on est en plein dedans. Elle a décidé d'accueillir 1 million de réfugiés, ou en tout cas demandeurs d'asile dans son pays, c'est 1% de la population allemande. On a vu le résultat à Cologne, on en voit aujourd'hui le résultat. Il n'est pas possible, si vous voulez, d'accueillir dignement et efficacement un tel flux de population, alors même qu'il y a une rupture culturelle qui est aujourd'hui majeure, et que nous avons un véritable prosélytisme, si vous voulez, islamiste, qui s'agite en France, mais partout en Europe. Marion Maréchal-Le Pen, merci d'être venue sur le plateau de BFM Story. On va revenir sur le débat politique ce soir à l'Assemblée concernant l'état d'urgence. C'est la 4e fois d'ailleurs à l'Assemblée que les députés vont devoir se prononcer sur la prolongation de l'état d'urgence depuis novembre 2015. On écoute François Hollande qui expliquait depuis Lisbonne pourquoi la France était attaquée par les terroristes et puis on en débat avec les spécialistes de la politique.